Bonjour à tous. Direction Grand Bassam pour ouvrir ce journal. Vous le savez certainement, le peuple Nzima Kotokoy a célébré une semaine durant la Bissa, fête de retrouvailles qui marque chez ce peuple le nouvel an. Eh bien, à l'occasion, le rôle des Komians a été mis en exergue. Explication, Victoria Ngwa. La préservation de la cohésion sociale et de toute calamité est le fait des Komians ou féticheuses dans la tradition Nzima. Les Komians ont aussi un rôle de guérison et de protection du peuple. Il y a des garçons qui viennent t'expliquer des problèmes, tu vois. Mais nous, on est là pour arranger. On n'est pas là pour gâter. Si le monsieur, on doit appeler la femme pour parler entre les deux, on les appelle et puis on arrange. Mais si la femme aussi vient, vous pouvez nous voir que mon mari, je veux que je l'attache. Mais nous, on n'est pas là pour ça. Dieu nous a créés pour aider les gens, mais on ne nous a pas créés pour tuer ou bien pour attacher. Pendant 2 semaines, ce rôle est mis en veilleuse au profit de la Bissa. C'est en fait la Bissa qui reprend ce rôle de cohésion à travers la critique sociale. La critique sociale reflète la notion de démocratie Nzima dans toute sa plénitude. Ici, toutes les barrières sociales sont levées. Le peuple dénonce ou magnifie selon les actions menées par tout membre de la communauté, y compris les hautes autorités royales et coutumières durant l'année écoulée. Nul n'a le droit de se fâcher. C'est un bilan qui assure l'équilibre social du peuple et les chansonniers ne peuvent être poursuivis ni sanctionnés après leurs critiques. Au cours de la journée du jeudi, les chansonniers Ananzin d'Azureti ont salué les performances du président du comité d'organisation, Jean-Baptiste Amichia, lui qui a réussi à positionner la Bissa au plan international. L'actualité en Côte d'Ivoire est également marquée par la cérémonie de distinction des différents candidats à la présidentielle du 25 octobre dernier. Une initiative du mouvement dénommé la Côte d'Ivoire Nouvelle. Il s'agit pour cette structure qui félicite les candidats pour leur élan patriotique et démocratique et bien de faire la promotion du civisme. Le zoo national d'Abidjan n'a pas échappé aux affres de la crise post-électorale qui a secoué la Côte d'Ivoire en 2010. À l'image du pays, le parc zoologique présente un bien meilleur visage. Réhabilité et rééquipé, le zoo renoue avec le public. Nous Sangaré y a fait un tour pour vous. Son compte rendu est dit par Alexis Ouedraogo. Jeanne Martine vit à Daloa. Elle est mère de 3 enfants et adore les animaux. Son rêve, transmettre cette passion à ses enfants. Des arbres verdoyants, des animaux en pleine santé, le nouveau visage du zoo d'Abidjan la ravit, elle et d'autres visiteurs. Le zoo est en train d'être peuplé par les animaux qui viennent d'arriver. Je pense que s'ils peuvent continuer sur cette lancée, ça nous fera plaisir. Au niveau de l'entretien, c'est bien. On peut dire qu'il y a de l'amélioration dedans. Les animaux sont bien protégés. Suite à la crise post-électorale de 2010, ce parc zoologique a payé un lourd tribut avec la disparition de plusieurs espèces animales, perdant ainsi son charme. Le zoo a compté à peu près 500 animaux pour une 60aine d'espèces. Maintenant, on est tombé jusqu'à 200, moins de 200. Actuellement, on remonte à 270. Et petit à petit, donc, on va remonter peut-être pour atteindre l'effectif d'antan. Ces 3 dernières années, l'État de Côte d'Ivoire a mis les bouchées doubles pour redonner fière allure à ce parc. 2013 pour 306 millions, 2014 pour 307 millions, dont une partie a été utilisée donc pour monter la cage des lions et l'importation de 3 lions d'Afrique du Sud. Ce même reliquat a été utilisé justement pour l'importation de 4 zèbres. Le zoo a un nouveau visage tant au plan des infrastructures que de la gestion. Par exemple, aujourd'hui, pour permettre aux visiteurs d'avoir de plus amples informations sur les animaux, la direction a mis à leur disposition 5 guides spécialisés. Nous leur donnons toutes les informations. Enfin, sur leur mode d'alimentation, la provenance, l'âge, à l'état de nature, le comportement qu'ils ont, à l'état de captivité, le comportement aussi qu'ils ont. Toujours au chapitre des innovations, une cellule éducative a été mise sur pied. Elle permet de synthétiser la connaissance des enfants après la visite des animaux. Et quand l'enfant est imprégné de ce qui est important dans la préservation de l'environnement, je crois que toute la société peut en être imprégnée.
Certes, de nombreuses actions ont été menées pour la réhabilitation des infrastructures et le repeuplement du zoo, mais beaucoup reste à faire. La première fois que je suis venu sur les grilles, il était bien identifié, le nom des animaux, leur provenance, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est un peu difficile pour nous. Le zoo à l'origine avait un espace de 19 hectares. Aujourd'hui, il n'en a que 12. Il y a 7 qui sont squattés. Donc sur les 12, il n'y a que 4 qui sont exploités. Donc le programme, c'est de récupérer ces espaces et de construire des infrastructures aux normes internationales. Parce que quand vous entrez dans le zoo, quand vous voyez les primates en prison, parce que c'est en prison, ça, ce ne sont pas les normes internationales. Il faut que les primates soient un peu plus libres, les animaux soient dans un espace un peu plus grand. Le zoo national d'Abidjan, baptisé en 1973 par Félix Houphouët-Boigny, a pour mission la sauvegarde et la préservation des espèces menacées. Il reçoit environ 100 000 visiteurs chaque année. Lancement ce lundi de l'opération porte-à-porte CEMU. Il s'agit de la couverture maladie universelle. L'événement aura lieu cet après-midi même dans la commune de Yopougon. Objectif, accentuer la sensibilisation pour l'enrôlement de tous. Hors de chez nous, vous le verrez en images, la Birmanie a enregistré hier ses premières élections libres depuis plus de 25 ans. Des législatives qui ont connu un réel engouement. Environ 80% des électeurs y ont pris part. Les résultats ne sont pas encore connus. Quelques jours, ils ne seront pas connus donc avant quelques jours. Notez toutefois que la chef de l'opposition, le parti donc de la chef de l'opposition, Aung San Suu Kyi, est donné favori. La nouvelle constitution, toujours contestée au Congo-Brazzaville, l'opposition s'insurge contre cette nouvelle constitution promulguée vendredi dernier par le président Nguesso après donc le référendum du 25 octobre dernier. Constitution adoptée selon les chiffres officiels à 94,32%. Au Nigeria, le président Issoufou, candidat à sa propre succession, Mamadou Issoufou, 63 ans, a été investi ce week-end par son parti, le Parti nigérien pour la démocratie, la présidentielle, notez-le. Ce sera pour le mois de février 2016. Au Burkina Faso, la campagne pour la présidentielle est lancée. Le scrutin qui sera couplé aux législatives est prévu pour le 29 novembre prochain en scelle 14 candidats. Aux États-Unis, à un an de la présidentielle, la campagne bat son plein. Pas une minute à perdre. Parmi les favoris, pour succéder donc à Barack Obama à la Maison-Blanche, il y a Hillary Clinton, la démocrate, Donald Trump et Jeb Bush. Réunion de crise du Conseil de sécurité de l'ONU ce soir à New York. La communauté internationale craint un autre conflit ethnique au Burundi. Sur le terrain, Bujumbura est dans la tourmente. 9 personnes ont été assassinées dans une attaque donc dans un bar. L'armée procède en ce moment même à une opération de désarmement. Des heurts également enregistrés au Togo entre manifestants et policiers, des violences qui ont fait au moins 5 morts. Et puis au Ghana, ce sont les pêcheurs et les fermiers qui craignent l'essor du pétrole. Au Ghana, le secteur énergétique est en plein boom. 5 ans après avoir commencé à exploiter son premier gisement de pétrole avec le champ sous-marin de Jubilee, le pays se tourne désormais vers le gaz naturel. Lors de l'inauguration d'une usine à gaz l'an dernier, le président John Dramani Mahama a même affirmé vouloir en faire sa priorité. Cette centrale, je pense, est encore plus importante que le pétrole en raison de son effet multiplicateur en termes de création d'emplois, ainsi que pour la sécurité énergétique du Ghana. Je suis beaucoup plus enthousiaste aujourd'hui vis-à-vis de cette raffinerie de gaz que je ne l'étais lors de l'extraction des premiers barils de pétrole. Mais l'installation de cette usine produisant 500 MW suscite bien des inquiétudes. Les habitants de la région vivent principalement de la pêche et de l'agriculture. L'exploitation du gaz représente une réelle menace sur leur mode de vie traditionnel et leur environnement. La nuit, on ne peut pas dormir à cause du fonctionnement de l'usine. Il fait plus chaud. Cela affecte notre agriculture, les cocotiers et les plantes s'assèchent.
Les pêcheurs se plaignent également de la zone d'exclusion de 500 mètres autour des puits. Des algues nauséabondes encombrent leurs filets et les stocks de poissons semblent diminuer. Ces mauvaises algues nous dérangent énormément. L'exploration pétrolière a causé beaucoup de difficultés sur les zones côtières. Les poissons ont commencé à mourir et nous avons entendu dire qu'une technique utilisée pour les forages de pétrole en est la cause. Nous n'attrapons plus autant de poissons qu'avant dans les zones côtières et à cause du forage, une odeur nauséabonde vient de la mer. Toutes ces inquiétudes ne vont pas arrêter l'exploitation pétrolière et gazière pour autant. Malgré une production de seulement 100 000 barils par jour, soit quasiment 20 fois moins que son voisin nigérian, le secteur est considéré comme un relais à la croissance économique du pays. En effet, l'économie du Ghana repose aujourd'hui principalement sur l'or et le cacao. Le gouvernement souhaite multiplier par 6 sa production de brut d'ici 2018 afin de briser sa dépendance envers le Nigeria et en finir avec les coupures de courant qui peuvent durer toute une journée. Et puis l'actualité au Maroc, on en parle avec Alexis Ouedraogo à l'occasion du 40e anniversaire de la Marche verte. Eh bien, le roi Mohamed VI a appelé à la fin de l'économie de rente, ce pour favoriser le développement du Sahara occidental. Le Maroc célébrait cette fin de semaine les 40 ans de la Marche verte. Mohamed VI est arrivé à La Ayoune vendredi en visite officielle. Saluant la foule, il a parcouru la ville en voiture afin de marquer cette date historique. La Marche verte avait été organisée par son père Hassan II pour revendiquer l'appartenance du Sahara occidental au Maroc. Quelques 350 000 Marocains ont participé à cette marche au départ du colonisateur espagnol en 1975. 4 décennies après, ce vaste territoire d'un demi-million d'habitants continue toutefois d'être revendiqué par des indépendantistes du Front Polisario. Soutenu par Alger, il réclame un référendum d'autodétermination et rejette le plan d'autonomie présenté en 2007 par Rabat. Un cessez-le-feu est en vigueur depuis 1991 et l'ONU compte une mission, la MINURSO. Les efforts de médiation entre l'émissaire Christophe Ross sont en revanche dans l'impasse. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bon début de semaine. RTI 1, la chaîne qui rassemble.